Ça marche là? On coupera en montage. Bon, aujourd'hui je vais vous parler, oui ça marche. Aujourd'hui je vais vous parler de la taxation des GAFA. Les GAFA, ce sont les multinationales qui concernent tout l'Internet. Microsoft, etc. et toutes les divisions que ça comporte, Twitter, etc., etc. Et puis d'autre part Facebook. Je vous les énumère pas toutes parce que je les connais pas toutes tout simplement. Bon, j'ai travaillé sur le sujet ce matin et je suis très contente de mon travail. Le problème est le suivant, c'est que ces multinationales aujourd'hui sont dans un abus de pouvoir absolument évident. Et étant donné qu'elles brassent des sommes d'argent absolument faramineuses, c'est probablement les entreprises les plus riches au monde aujourd'hui, officielles en tout cas. Et à ce titre, évidemment, quand il s'agit de payer les impôts dans les pays concernés, évidemment, ils se font tirer l'oreille. Alors moi, j'avais proposé un certain nombre de choses, donc je vais vous lire mon travail de ce matin. J'espère ne pas être gênée pour lire sur mon ordinateur. Je trouve que c'est une excellente chose, parce que la France a fait une proposition depuis plusieurs années, évidemment, sous le gouvernement de François Hollande, ça avait déjà commencé, mais évidemment, il y a des pays d'Europe qui traînent la jambe, comme on dit vulgairement, et c'est peut-être la jambe du courage, d'ailleurs, qui traîne, et donc toujours est-il que notre président de la République actuelle, Emmanuel Macron, reprend ce combat et fait progresser cette cause-là. Le but étant d'aller dans une forme d'harmonisation des pays européens les uns par rapport aux autres sur la fiscalité. Alors je vous lis mon travail. Je trouve que c'est une excellente chose et je souhaite que chaque pays d'Europe réalise que c'est leur intérêt de nous suivre sur ce point. Il est question, selon la proposition de la France vis-à-vis des GAFA, de les imposer le plus logiquement du monde selon le chiffre d'affaires de l'année précédente. Sauf erreur de ma part, je crois que leur idée, celle qu'ils mettent en application aujourd'hui, c'est mon idée, que j'ai exposée il y a plusieurs années, je crois, qui consiste à les imposer tout simplement selon le chiffre d'affaires qu'ils font, quoi. Comme on le fait, comme un particulier paye ses impôts une fois par an, selon il fait sa déclaration de revenus, je ne vois pas pour quelle raison on ne pourrait pas appliquer ça, cette règle-là aux multinationales. Pour moi, c'est juste une évidence. Bon, en effet, aujourd'hui, Internet et les réseaux sociaux jouent un rôle fondamental dans toutes les sphères de la société, non pas uniquement plus en France qu'ailleurs, mais justement de façon parfaitement équivalente d'un pays à un autre, leur seule véritable restriction étant le fait que le pays choisisse, pour des raisons qui leur sont propres, de museler plus ou moins, ou pas, la liberté d'expression. Je vais essayer de descendre mon... Voilà, museler la liberté d'expression. Mais ne regarder cette histoire d'imposition des GAFA que sous cet angle serait juste observer le phénomène, fort important, il est vrai, que sous l'angle bien pratique des libertés individuelles, qui sont populaires comme cause évidemment, et je reconnais qu'il faut y prêter la plus grande attention. Mais il faut se méfier de l'arbre qui cache la forêt et d'autres aspects que la liberté, comme la liberté de laisser jouir les GAFA de nos données personnelles ou pas, mais surtout de tout faire pour aider à la lutte contre le terrorisme et la délinquance, où l'intranet en est une autre face. Et il faut veiller, il me semble, à ne pas regarder l'arbre magnifique que représente la liberté d'expression sans observer qu'il cache le reste de la forêt, qui, eux, soyez sans crainte, préfèrent très largement qu'on n'ébruite pas trop la chose. Pour information, les paradis fiscaux qui sévissent encore sur le plan mondial sont aussi ceux qui hébergent encore les sites internet d'où partent les outils informatiques, comme les forums où les escrocs viennent chercher comment mettre sur pied les arnaques sur internet, sachant que, évidemment, sur le plan juridique, il est encore extrêmement imparfait de pouvoir faire jouer la justice par l'intermédiaire d'Europol d'un pays par rapport à un autre. Les arnaqueurs jouissent justement de ces imperfections. Donc c'est pour ça que c'est important de le faire. Ensuite, alors il faut à présent que chaque pays d'Europe décide dans quel camp il choisit de se trouver. Du côté des arnaqueurs ou du côté de ceux qui cherchent à lutter contre les escrocs. Je mets dans cette cause-là l'éventail extrêmement large
suffisamment suggéré par mes propos, je pense, sans avoir besoin d'entrer dans les détails. Car si aujourd'hui le MEDEF en France cherche à se donner des airs de respectabilité en se faisant passer pour de vertueuses entreprises de PME, très drôle, c'est la vérité pourtant, c'est parce qu'ils prétendent que ce coût du travail pour financer la protection sociale pèse trop lourd pour les entreprises. Déjà, parler de coût quand il s'agit de protection sociale en dit long sur la déshumanisation de l'idéologie relative au droit social. Mais dans chaque pays d'Europe, la population vieillit, ce qui génère des coûts très élevés. Nous le voyons, nous, ici en France, avec le problème des maisons de retraite, par exemple. Et ainsi, dans chaque autre pays d'Europe, la pauvreté va en s'accentuant. On nous baratine avec le plein emploi. Mais depuis que je lui ai taillé un costard à celui-là, plus personne dans le milieu de la finance n'ose utiliser cette expression. Bon, c'est vrai que j'avais eu l'idée d'une fable où le plein emploi serait un nom, en fait, le nom donné à un bouffon qui serait employé au sein de l'Élysée pour faire les carreaux, en fait. Parce que je pense que les carreaux de l'Élysée peut-être sont un petit peu embués et empêchent de voir la lumière que moi je cherche à apporter, par exemple, en toute modestie. C'est pourtant vrai. Bon. N'empêche que depuis que j'ai expliqué ça à Thomas, plus personne n'ose utiliser l'expression plein emploi, ce qui en soi est plutôt flatteur pour moi, parce que ça veut dire que quelque part j'ai posé le doigt là où ça dérangeait, quoi. Le pognon pour... alors attendez, enfin merde, oui. À la fin, je dirais même crotte de bique, fiente de cheval ou bouse de vache, pendant qu'on y est. Le pognon pour s'occuper des humains, il va bien falloir le trouver quelque part. Et ça, chaque pays d'Europe en a besoin. Où est-ce que j'en étais ? C'est clair que quand on observe qu'en Allemagne, ce que ça donne avec tous ces retraités qui sont obligés de devoir bosser, franchement, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fait pas bander, quoi. Pour conclure, aujourd'hui, j'ai un scoop à vous annoncer. J'ai appris ces jours derniers un truc absolument incroyable. Le gingembre est un rhizome aphrodisiaque. Ce n'est pas une racine, c'est un rhizome. La différence entre un rhizome et une racine, c'est que la racine va en profondeur à la verticale, de façon élargie aussi, mais va d'abord en verticale, souvent avec une forme de pivot, mais pas toujours. Et le rhizome est une forme d'excroissance qui se déplace par contre à l'horizontale, soit faiblement enterrée, soit au-dessus du sol. Voilà, ça s'appelle un rhizome. Comme les iris, par exemple, ce sont des rhizomes. Le gingembre est un rhizome. Le gingembre, donc, est aphrodisiaque. Selon un gamin dont j'avais la responsabilité quand j'étais animatrice du centre aéré à la ville de Rouen, il y a bien longtemps, j'avais 18 ans à l'époque, j'étais toute jeune mariée, un des gamins m'avait dit, enfin pas à moi, il était en train de chercher à insulter un autre enfant dans le cas, et il lui dit, de toute façon, t'es qu'un aphrodisiaque. Pour lui, c'était aphrodisiaque. Voilà. Alors, il y a des disiaques qui sont beaux, puis il y a des disiaques qui sont laids, et il y en a qui sont carrément affreux, et on appelle ça des aphrodisiaques. Et donc, j'ai appris la chose suivante, c'est que le rhizome de gingembre, donc, n'est aphrodisiaque que pour les hommes. Parce qu'en fait, c'est un vasodilatateur, et donc, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais bon, au niveau du pénis en érection, ça aurait un effet excitant, etc. Bon, bref, toujours est-il que chez nous, il paraît que ça ne fonctionne pas. Ceci dit, j'ai un doute parce que je pense qu'au niveau génital, quand on observe sur le plan physiologique ce qui se passe chez une femme, je pense que nos vaisseaux intérieurs aussi, de notre grotte miraculeuse, comme dirait l'autre, doivent probablement être plus irrigués aussi. Donc je vois pas pourquoi on n'en jouirait pas après tout. Hein. Enfin voilà, donc c'est sacré rhizome, quoi. Voilà.